dans les cancers de prostate, c'est une problématique assez courante puisqu'il y a un taux de rechute biochimique qui est entre 10 et 30% selon les groupes à risque. Dans plus de 50% des cas, s'y associe une rechute locale, principalement dans la tumeur index initiale. Souvent diagnostiquée à un stade asymptomatique, du coup, chez les patients, puisque c'est la surveillance du PSA. Et chez les hauts risques, cette rechute locale est associée à la survie globale. Alors, comment on prend en charge la récidive locale? Vous connaissez les options thérapeutiques historiques que sont la surveillance et l'hormonothérapie, parfois sur un mode intermittent, avec toutes les complications qu'on connaît. Il y a plusieurs options de traitement local qui se sont développées progressivement. La prostatectomie de rattrapage, la cryo, les ultrasons. Et puis là, on va vraiment se focaliser sur la réirradiation, qu'elle soit en stéréo ou en curie. On peut réirradier à visée curative dans les cancers de la prostate qui ont un ratio alpha sur bêta qui est bas, donc avec une sensibilité à la dose par fraction. Et puis avec des techniques de plus en plus hautement conformationnelles, ce qui permet également de limiter la toxicité. Alors, je vais aller assez vite sur les données de la littérature. Il y a pas mal d'études, essentiellement des données rétrospectives. Une des plus grosses séries, c'est celle de David Pasquier de Lille. Plusieurs schémas qui ont été proposés, 5 fois 6 grés, 6 fois 6 grés, avec des résultats à la fois d'efficacité et de toxicité qui sont variables selon les études. Globalement, est-ce que la réirradiation prostatique, ça fonctionne? Oui et non. Vous avez un peu plus d'un patient sur deux qui ne va pas présenter de rechute biochimique à 5 ans. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quand même assez toxique en termes de toxicité tardive, notamment sur le plan urinaire, probablement lié à la dose à l'urètre, puisque là encore, vous avez des taux de toxicité qui sont assez variables, mais vous avez quand même, selon les études, 50% de toxicité de grade 2 et plus, et vous avez un taux de grade 3 qui est non négligeable, la toxicité digestive étant quand même assez faible. Comment on va gérer les mouvements prostatiques? Vous avez deux possibilités. Soit vous avez la possibilité de monitorer et de compenser les mouvements parce que vous avez de l'Exatrac, du Calypso. Soit vous avez la possibilité d'avoir des appareils couplés avec notamment l'IRM. Si vous n'avez pas de possibilité de monitorer et de compenser ces mouvements, vous essayez de faire des traitements assez courts de façon à limiter les mouvements intrafractions. Donc, on passe au cas clinique, qui est un cas clinique de stéréo de rattrapage au Sideburn. Monsieur G, 75 ans, qui a été traité en 2019 pour un adénocarcinome prostatique ISUP3. À l'époque, il a reçu un traitement à la dose de 78 grès sur la prostate et 50 grès sur le pelvis. Un nadir de PSA à 0,46. Et puis progressivement, il remonte son PSA et dans un contexte de rechute biochimique. On fait une TEP PSMA et une IRM qui retrouvent toutes les deux une lésion suspecte en postérolatéral droit, donc avec des données concordantes, sans envahissement capsulaire. On refait des biopsies prostatiques et dans le même temps, on anticipe, on pose les grains et donc on retrouve également une récidive sur le plan anapathe avec des biopsies qui sont positives uniquement à droite, en base et au milieu droit. Et donc, on propose à ce patient une réirradiation selon le protocole du GTUB 31, qu'on va détailler un peu plus. Donc, c'est 36 grès en 6 fractions de 6 grès à raison d'un jour sur deux, sur les doses 80% au Cyber, dans notre cas. Ce protocole, je pense que dans pas mal de centres, il est ouvert, le protocole du GTUB 31 de David Pasquier. Je vous encourage s'il n'est pas ouvert, à contacter pour participer à ce protocole. Donc, c'est un protocole actuellement phase 2 qui a pour but d'évaluer l'efficacité et la toxicité d'une réirradiation intraprostatique avec des critères d'inclusion qui sont assez nombreux. Donc, pour notre patient, on a donc fait les biopsies et on a posé les grains dans le même temps. Généralement, nous, on pose 3 grains, donc c'est fait par les urologues au CHU. La simulation, elle est assez standard. On a la possibilité d'injecter ou pas le scan pour avoir une opacification vésicale. On fait avec une vessie plutôt confortable, un rectum vide. On fusionne l'IRM diagnostic. Si elle est ancienne, on redemande une IRM, mais souvent, on se sert quand même de l'IRM diagnostic.
Ensuite, la délinéation, donc on fusionne donc le scanner, la TEP et l'IRM, avec là des données concordantes puisque c'est une récidive lobaire droite. Et on suit les recommandations de contourage du GTUB 31, c'est-à-dire qu'on prend le GTV TEP, le GTV IRM, on rajoute toutes les biopsies qui sont positives, on rajoute 5 mm de marge pour le CTV, et ensuite les marges de PTV sont variables entre 2 et 3 mm. Généralement, on prend plutôt 2 mm au cyber, si les grains sont bien posés. Une petite contrainte spécifique du protocole GTUB 31, c'est que le volume réirradié ne doit pas dépasser la moitié de la prostate. Donc là, vous avez le résultat dosimétrique au cyber. Au cyber, donc on est sur l'isodose 80%. On a donc une dose qui est assez hétérogène à l'intérieur du volume. On monte avec une dose max qui est à 45 degrés, donc on est quasiment à 124% de la dose prescrite. Des faisceaux non complémentaires. On essaye bien sûr de vraiment se concentrer sur l'urètre, puisqu'on sait que c'est ça, en grande partie, qui donne la toxicité urinaire. Donc avec les respects des contraintes de dose du protocole GTUB 31. C'est pas toujours facile de respecter les contraintes de dose à l'urètre, notamment quand on fait des totoprostates. Donc dans le protocole, normalement c'est des hémiprostates, mais c'est vrai que ça nous arrive de faire des totoprostates. Et c'est pas possible de respecter toutes les contraintes à l'urètre dans ce cas-là. Donc au cyber, vous n'avez pas possibilité de faire des CBCT, vous faites un repérage sur les FIDU et on traque les FIDU avec des images toutes les 30 secondes. Les limites de cette technique, on les a déjà un petit peu évoquées, c'est que c'est parfois difficile de respecter les contraintes aux OR. On n'a pas beaucoup de difficultés sur les contraintes parois-vésicales, parois-rectales, mais c'est vrai que sur les contraintes à l'urètre, c'est parfois très compliqué. Et on est un peu en train de revoir nos isodoses de prescription avec ces points chauds et cette dose un peu hétérogène, on peut se retrouver dans une situation où on délivre une forte dose à l'urètre, ce qui peut être un peu problématique pour la toxicité. Actuellement, on propose de plus en plus les stéréos de rattrapage à l'IRM-INAC, puisqu'on a commencé à traiter les patients fin novembre. La simulation, elle est assez proche de ce qu'on pourrait faire sous un accélérateur classique. C'est juste qu'on met un peu plus de contraintes sur le rectum. On demande vraiment à ce que le rectum soit bien vide et donc avec des lavements systématiques. Et puis, on fait une IRM de fusion également sur la machine, avec au minimum les séquences T2 et on rajoute, si besoin, des séquences de DIF, ADC, pour visualiser au mieux la lésion. Le contourage, je ne reviens pas forcément dessus, c'est vraiment le même contourage que ce qu'on fait au cyber dans le cadre du protocole GTUB 31. Pour l'instant, on prend des marges un peu plus importantes pour le PTV, on prend 3 mm, puisqu'on n'a pas, de tracking comme on peut avoir au cyber, et puis le traitement peut être un petit peu plus long, donc on prend plutôt une marge de 3 mm pour le moment. On fait un premier plan qui est un plan offline qui va servir de dosimétrie de référence. Et la particularité à l'IRM-INAC, c'est que tous les jours, on va réadapter ce plan. On va refaire les contours, refaire la dosimétrie online, donc avec un temps de traitement qui peut être jusqu'à 45-50 minutes. Et on va comparer en fait notre dosimétrie online à la dosimétrie de référence offline. Une petite vidéo. Alors, par contre, la vidéo, si je vais pouvoir la lancer. En fait, c'était une vidéo du motion monitoring, donc à l'IRM-INAC. Pendant que vous traitez le patient, vous avez une visualisation en temps réel des mouvements prostatiques. Finalement, ça bouge pas tant que ça bouge un petit peu, mais ça reste dans les marges de PTV de 3 mm. Et je vais laisser la parole pour la curie. Merci. Donc moi, c'est Jérémy Colliot, je suis radiothérapeute et curie-thérapeute à Lycée Paul Parrain. Et je vais vous parler de la réirradiation par curie-thérapie prostatique chez ce patient
du cas clinique. Donc, ça commence par bien sélectionner les patients à qui on peut proposer un traitement de rattrapage. Donc, on peut se baser sur les recommandations éditées par Gilles Créange en 2014 et actualisées en 2018. Donc, en pratique, on va éviter les patients qui avaient une maladie initiale de haut risque, plutôt se réserver sur les patients qui étaient d'emblée à bas risque ou risque intermédiaire favorable ou défavorable. Ça nécessite de aussi bien sélectionner au moment de la récidive ceux qui sont pas trop agressifs, donc un PSA inférieur à 10, un temps de doublement inférieur à 12 mois, un ISUP inférieur à 2, mais bon, avec toutes les réserves, parce que l'interprétabilité des biopsies après sur du tissu irradié est discutable. Et puis, ce qui est recommandé, c'est d'avoir un bilan complet écartant toute maladie extra-prostatique avec une TEP choline ou maintenant une TEP PSMA plutôt. Enfin, il faut avoir une preuve donc histologique avec une cartographie la plus détaillée possible de l'anatomopathologie de la prostate. Il faut s'assurer qu'on n'expose pas le patient à des risques de toxicité importants sur le plan urinaire. Donc il faut respecter les critères classiques de curithérapie avec un score IPSS inférieur à 12, une botte d'émimétrie et un résidu post-mixinel faible. On va s'assurer de l'absence de rectite post-radique issue de la première radiothérapie réalisée par une rectostigmodyscopie. Donc ça comprend donc tout le bilan que j'ai détaillé ici. Et bien sûr, on fait une IRM multiparamétrique. L'idée, ça va être d'avoir une information multimodale sur le site de récidive intraprostatique. À partir de ça, en fait, on va pouvoir utiliser les informations de l'IRM, contourer la prostate sur l'IRM, le GTV sur l'IRM, la prostate sur l'image scanographique du TEP, le GTV sur la TEP, et on va fusionner toutes ces données pour les reporter sur notre image préopératoire échographique, soit pour le temps des biopsies, mais également aussi pour le temps de la curithérapie de rattrapage. Donc ici, on voit le report de GTV cumulés sur notre image échographique. Et une technique élégante que j'ai pu expérimenter auprès de Stéphane Guérif au CHU de Poitiers, c'est la cartographie biopsique 3D qui consiste en fait à multiplier les biopsies sur les 27 secteurs de Dickinson, donc 9 secteurs par étage prostatique. Donc ça fait 30 biopsies si on compte les biopsies ciblées aussi sur le GTV. Donc il faut avoir une bonne collaboration avec le service d'anatomopathologie, mais ça permet en fait, en se mettant dans les conditions d'une curithérapie, de contourer la prostate avant même de faire les biopsies, enregistrer nos positions d'aiguille à chaque fois sur notre TPS de curithérapie, et on va éteindre toutes les aiguilles qui sont revenues négatives à la biopsie et garder que celles qui sont revenues positives. Au moment de la curithérapie, on va recaler notre prostate sur notre contour édité lors des biopsies avec notre TPS, et nos biopsies positives vont réapparaître. On va pouvoir viser ces aiguilles. Ça va nous permettre soit de faire un traitement partiel, focal, ou un boost intégré si on envisage de traiter toute la prostate. Alors, quel est l'avantage de la curithérapie? Déjà, c'est qu'il est curatif, ce traitement, pas dans 100% des cas, mais une bonne proportion. Il va permettre de différer la mise en place de l'hormonothérapie et donc les toxicités liées à la castration. Et la dosimétrie est assez satisfaisante, puisqu'on sait que la curithérapie, c'est la meilleure stéréotaxie. Je fais un peu provocation, mais je suis curithérapeute. Puisque le fort gradient de dose en fait permet d'apporter une très forte dose au GTV tout en épargnant au mieux les organes à risque à proximité. Pour le service de curithérapie, c'est aussi un traitement qui est séduisant pour optimiser la salle de curithérapie, la source quand on fait de l'HDR, pour diversifier l'offre de soins et faire des publications puisqu'elles sont assez manquantes sur le sujet actuellement. Alors, quelle curithérapie on envisage une fois qu'on a défini notre cible? Eh bien, on a le choix entre la curithérapie à bas débit et à haut débit. On a le choix en termes de dose et de fractionnement, puisqu'il n'y a rien de très consensuel. Par contre, on ne sait pas quelle contrainte de dose à appliquer, quel volume il va falloir traiter, soit la partie le GTV, donc une curithérapie focale, soit la prostate en totalité ou partielle si on fait qu'un lobe, et on peut envisager peut-être un boost intégré si on traite l'ensemble de la prostate. Est-ce qu'il est nécessaire de protéger le rectum par un espaceur rétroprostatique? Eh bien, aucun consensus à ce sujet pour l'instant. Alors, la curithérapie de rattrapage à bas débit de dose permet d'avoir
des contrôles biochimiques entre 20 et 77% à 5 ans. Donc, on a une hétérogénéité de résultats, mais parce qu'on a une hétérogénéité aussi de doses délivrées. Cependant, la toxicité semble rester acceptable, avec peu de toxicité de grade 3 en tardif, peu de toxicité aiguë rapportée, et les toxicités gastro-intestinales sont très limitées. La curithérapie à haut débit, maintenant, pareil, des multiples protocoles avec des fractionnements différents, des doses différentes, mais les résultats sont quand même encourageants, avec plus de 50% de contrôle biochimique, et puis une toxicité qui reste tout à fait acceptable en tardif. Alors, quoi préférer entre la curithérapie à bas débit et haut débit sur le plan de l'efficacité? Il n'y a pas de preuve que l'un fait mieux que l'autre. On sait que la curithérapie de rattrapage, elle est corrélée, enfin, la récidive, elle est corrélée au temps de doublement du PSA. D'accord, ah oui. Ok, j'accélère. En tout cas, l'intérêt du haut débit, c'est l'intérêt radiobiologique, avec la possibilité de faire de fortes doses par fraction du fait de l'alpha, bêta, bas de l'adénocarcinome prostatique. L'intérêt au niveau de la radioprotection, puisqu'on n'a pas besoin de manipuler de sources radioactives manuellement, contrairement au bas débit. Et puis, plus on va utiliser la source pendant le temps, les 3 mois où on l'a, et bien plus on va la rentabiliser, contrairement à la commande personnalisée pour chaque patient. Et puis avec la curithérapie au débit, on va pouvoir à la fois adapter la position d'arrêt de la source, mais aussi son temps d'arrêt, contrairement à une source diode 125 qui a une dose fixe. Et puis avec la curithérapie au débit, on peut aussi traiter de la maladie extra-prostatique. Alors, quelle dose? Pas de recommandation, mais la tendance, c'est qu'en bas débit, on va délivrer entre 100 et 144 gray, et au débit, entre 19 et 36 gray. En termes de contraintes de dose, il a été démontré que la V100 était prédictive de la toxicité. Donc le traitement focal, je passe rapidement, une étude peu de patients. Pour diminuer la dose rectum, est-ce qu'il est nécessaire d'utiliser un espaceur rétroprostatique? Eh bien pas forcément, puisque comme on l'a vu, la toxicité rectale, de toute façon, elle est limitée, et le gain n'est pas cliniquement significatif. On attend toujours la publication de ces Capricure, de Gilles Créange, qui cherchait à évaluer l'intérêt d'une curithérapie de rattrapage à bas débit de dose, avec 90 gray sur l'ensemble de la prostate et un boost focal à 144 gray sur le GTV. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? C'est que la curithérapie, quand même, elle est efficace, avec un bon contrôle biochimique, permet de retarder l'introduction de l'hormonothérapie, la tolérance reste acceptable. Il me semble que la curithérapie est le meilleur compromis en termes d'efficacité et de toxicité pour le traitement de rattrapage. Cependant, on n'a aucun essai qui permet de le prouver. Et on ne sait pas si ça fait mieux que l'hormonothérapie ou que les autres techniques de rattrapage. Il n'y a pas de consensus sur les modalités de cette curithérapie, comme on l'a vu. Donc, il est nécessaire d'ouvrir des essais et d'inclure ces patients dans des essais thérapeutiques prospectifs de phase 2 ou 3 pour prouver sa supériorité par rapport au reste. Merci. Merci Jérémy. On passe à la présentation de Express. Donc moi je vais vous parler de la récidive en loge prostatique, donc on va aller à l'essentiel en 50 secondes. Donc en fait simplement les différences par rapport à la prostate en place. Donc je passe mon cas clinique. On a un peu moins de données en termes de biblio que les réirradiations de prostate en place. Là, une biblio assez récente, 2023, où en fait, ce qui est important de noter, c'est que en fait, la survie sans progression, ils avaient l'impression qu'elle était reliée au volume de la récidive et également aux récidives qui étaient proches de l'anastomose. Et puis en termes de toxicité, eh bien on remarque, comme pour la prostate en place, que finalement, en fait, c'est la toxicité urinaire qui est plus importante que la toxicité rectale, et que les toxicités sont en rapport, a priori, sur cette étude rétrospective, aux lésions qui sont proches de l'anastomose et à la dose des 2% reçue à la vessie. Donc actuellement, le pendant de GTUC 31, c'est le Repair GTUC P16 pour les récidives
en loge prostatique irradiée. Les différences principales, c'est qu'on ne demande pas de biopsie systématique parce qu'elles sont difficiles à obtenir. Et donc, on est plutôt sur un faisceau d'arguments biochimiques et imagerie multimodale. On inclut des patients qui ont un temps de doublement du PSA supérieur à 6 mois pour éviter d'inclure des patients qui auraient des maladies progressives trop rapidement. Et puis, le principal critère d'exclusion, c'est effectivement les toxicités tardives, gastro-urinaires ou gastro-urinaires, supérieures ou égales à un grade 2 liées à la précédente irradiation. Et donc, ça rejoint ce que Marie-Pierre disait tout à l'heure, c'est que vraiment, la tolérance de la première irradiation est très importante dans la sélection de vos patients. Et donc, nous, on a toujours besoin donc, de l'IRM de fusion multiparamétrique, TEP-choline ou TEP-PSMA préférentiellement. Les fiduciels sont optionnels si vous traitez sur un ovalis, puisque les patients, en fait, ont toujours beaucoup de clips dans la loge de la prostate, et donc vous pouvez vous recaler facilement sur les clips. Vous voyez en fait votre lésion ou les clips. Bien sûr, si vous ne voyez ni l'un ni l'autre, vous ne pouvez pas traiter. Pour le cyber, par contre, il faut implanter. En termes de scanner dosimétrique, rien de particulier. Et donc, pour le GTV, c'est GTV TEP plus GTV IRM qui forment un ITV. Et on rajoute 2 mm à cet ITV. Et donc, les doses aux organes à risque sont les mêmes que le GTUL 31. C'est des doses empiriques. Et effectivement, on ne fait pas de cumul de doses, puisque ce sont des doses en fait bien inférieures à ce qu'on accepte sur un traitement de première intention. Mais tout ça, effectivement, ce sont des données rétrospectives qu'on essaie de valider en prospectif. Et donc, une dernière chose, nous, on est sur une prescription homogène pour éviter justement les points chauds lors des mouvements intrafraction. Et pour limiter en fait ces problèmes de mouvement intrafraction, vous pouvez faire un CBCT entre vos deux arcs ou entre les. Nous, on utilise 2 arcs ou 4 arcs, et donc vous pouvez faire un CBCT à mi-parcours pour justement vérifier que vous êtes bien positionné. Pas de point chaud dans le PRV urètre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait lundi? Eh bien, on discute, on sélectionne les patients, on informe le patient des bénéfices-risques. Et puis, précaution particulière, évidemment, vous êtes en condition stérotaxique. Nous, c'est vrai qu'on favorise la prescription homogène pour ces problèmes de points chauds. On gère le mouvement avec des CBCT répétés et on inclut nos patients dans GTUL 31 et RIPER. Voilà. Merci beaucoup.